Merci à vous d'être là. Merci de nous donner la parole. Quand je dis nous, c'est l'association AVC Tous Concernés, qui est présidée par Philippe Ménard, qui, comme vous le savez, a eu des problèmes de santé. Et c'est à cette occasion-là qu'on a fait connaissance. Alors lui, il a un peu oublié notre premier contact. Moi, je m'en souviens parfaitement. C'était en pleine nuit, un soir de garde. Mais durant cette garde-là, j'ai finalement pas perdu mon temps, puisque j'ai trouvé un ambassadeur d'une cause qui me tient à cœur, qui est la lutte contre l'accident vasculaire cérébral. Alors quand on dit accident vasculaire cérébral, AVC pour l'acronyme, c'est pas à vous que je vais dire que tous les mots comptent. Le premier, accident, parce que c'est quelque chose qui survient brutalement, tout d'un coup, c'est soudain, injuste, dégueulasse, éventuellement grave, voire mortel. Vasculaire, parce que c'est un problème qui touche les vaisseaux et en particulier les artères, et ça touche les artères du cerveau, d'où cérébral, donc accident vasculaire cérébral. Une fois qu'on a dit ça, on est loin d'avoir tout dit parce qu'il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux, vous allez le voir sur cette illustration. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est un problème de l'irrigation du cerveau, et le cerveau est le seul organe du corps humain qui n'a aucune réserve, ni en oxygène, ni en sucre, qui sont les éléments indispensables au fonctionnement de toutes les cellules. Si une artère se bouche, ce qui est le cas le plus fréquent, 4 fois sur 5, c'est comme ça que ça se passe, le cerveau est privé d'énergie et tombe en panne. C'est un peu comme la panne sèche sur une voiture. Et la zone du cerveau qui n'est plus irriguée tombe en panne et les signes qui vont apparaître dépendent de la zone du cerveau qui est touchée. Si c'est la zone du langage, le patient va perdre le langage. Si c'est la zone qui fait bouger le bras droit, par exemple, c'est le bras droit qui ne fonctionnera plus. Là, vous voyez sur l'illustration une artère qui progressivement, alors c'est un accéléré, avec une plaque de cholestérol qui se développe et qui finit par boucher l'artère. Et donc, il n'y a plus rien qui passe derrière. Et la partie du cerveau tombe en panne. Les neurones sont en faillite énergétique. Ils n'ont plus l'énergie pour pouvoir travailler comme il faut. C'est pour ça que les symptômes sont brutaux. Et ces neurones, ils peuvent résister à cette situation de privation d'énergie pendant quelques minutes ou quelques heures au maximum. Et c'est pour ça que c'est une urgence médicale absolue, puisque nous, médecins, on a depuis 2003 et surtout depuis 2015 des traitements qui permettent d'essayer de déboucher cette artère, mais il faut le faire très vite pour limiter les dégâts au niveau du cerveau. Là, c'est l'illustration d'un deuxième mécanisme avec un caillot qui est parti du cœur, notamment favorisé par l'arythmie du cardiaque. Et là, vous voyez le caillot, tant qu'il peut passer dans les artères, tout va bien, mais dès que l'artère est plus petite, il bouche l'artère. Et même conséquence, la partie du cerveau tombe en panne. Le deuxième type d'accident vasculaire cérébral, c'est exactement le contraire. C'est un saignement à l'intérieur du cerveau parce qu'une artère s'est déchirée, un peu comme le tuyau d'arrosage de votre jardin dans lequel vous avez mis trop de pression et qui a été fragilisé par 3 hivers passés avec les rigueurs du climat que l'on peut imaginer ou qu'on n'imagine plus, enfin je sais plus trop, on ne va pas parler climat, c'est pas mon job. Voilà. Et donc il y a un saignement qui se fait dans le cerveau. Donc ça c'est 20% des cas. Quand on examine un patient ou qu'on l'interroge, on ne peut pas déterminer le mécanisme de l'accident vasculaire cérébral. On ne peut pas savoir si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée. Et il n'y a pas besoin d'être docteur pour imaginer et comprendre que le traitement d'une artère bouchée, c'est pas le même, et c'est même exactement l'inverse que celui d'une artère déchirée. On ne va pas donner d'anticoagulant à quelqu'un qui a déjà saigné dans sa tête. Le seul moyen de savoir si c'est une artère bouchée, qui est le cas le plus fréquent, ou une artère déchirée, c'est de faire une imagerie cérébrale. Au mieux, une IRM, mais le scanner est quand même un examen qui nous permet d'avoir une bonne précision sur ce qui se passe dans le cerveau. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut décider d'un traitement. Ce qui fait que dans la prise en charge pré-hospitalière, entre le lieu de survenue de l'AVC et l'arrivée et les premiers traitements que l'on peut envisager pour le patient, il va falloir que le patient soit transporté dans un établissement de santé adapté à sa prise en charge avec un plateau d'imagerie disponible et de bon niveau. Quelques chiffres. Les AVC, alors dans le monde, l'OMS estime qu'un humain sur 6 fera un AVC durant son existence. Donc c'est vraiment un énorme problème de santé publique au niveau mondial et au niveau national. En France, c'est 140 à 150 000 cas tous les ans. Donc pour les sportifs, c'est 2 fois le Stade de France plein. C'est ça les AVC. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 2 AVC par heure. Donc c'est un véritable fléau. Il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux à l'heure actuelle dans les pays développés qu'il n'y a d'infarctus du myocarde. Le rapport est du simple au double. Il y a 2 fois moins d'infarctus du myocarde que d'accidents vasculaires cérébraux. Ça touche plutôt les personnes âgées, mais pas que. Et loin de là, un quart des AVC survient avant 65 ans. Philippe Ménard ne me démentira pas.
Et donc les conséquences sont tout à fait colossales, hein, bien évidemment, pour le patient lui-même, mais aussi pour l'ensemble de la famille. C'est une maladie qui, quand elle survient, déstabilise toute la cellule familiale. Au niveau régional, donc je l'ai dit, 2 AVC par heure en Nouvelle-Aquitaine. Sur la carte de gauche, vous avez le nombre de patients hospitalisés dans les établissements de santé de notre région. En 2017, vous voyez, c'est un peu plus de 17 000 patients qui ont été hospitalisés. Et les différences entre départements sont essentiellement liées à la population du département et à la moyenne d'âge du département, puisque malgré tout, l'AVC touche plutôt des personnes âgées, au-delà de 60, 65, 70 ans. La carte de droite, c'est le tableau, c'est la carte de la mortalité attribuable à l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire le nombre de patients décédés dans les 2 ou 3 semaines qui suivent l'AVC durant leur hospitalisation initiale. Et vous voyez que le taux d'hospitalisation, je crois que c'est la diapo suivante, voilà, c'est ça, c'est 10% dans la Nouvelle-Aquitaine à l'heure actuelle. Alors il y a des disparités selon les départements et qui sont essentiellement liées au profil des populations qui occupent ces départements. Je souligne ce chiffre de mortalité parce que depuis 2008, début de l'organisation de filières de soins dans notre région, je vais y revenir, on a assisté à une réduction de la mortalité de 33%. On était à 15% de décès hospitaliers par AVC en 2008, on est à 10%. Et parmi les régions françaises, on est plutôt très bien placé, pour ne pas dire qu'on est les premiers. Alors il y a une différence, c'est ce que je disais, en fonction des départements qui dépend essentiellement de la moyenne d'âge de la population, mais aussi, et on y reviendra, sur l'offre de soins dans les départements. Et la Creuse et la Corrèze sont en particulier des départements qui posent problème, mais je vous montrerai à la fin de la présentation comment, avec l'Agence régionale de santé, on est en train de travailler sur ce sujet-là pour essayer de réduire ces difficultés. Nouvelle-Aquitaine, donc 2 AVC par heure, c'est une maladie très fréquente, elle est potentiellement mortelle, 10% de décès à la phase aiguë, mais c'est aussi une maladie invalidante, 1/3 des patients gardent des séquelles de leur accident vasculaire cérébral. Donc j'arrête là avec les mauvaises nouvelles, j'attaque les bonnes. On peut éviter de faire un AVC, hein, voilà, non, il faut être positif, hein, voilà. Donc, mais à condition de faire attention à tout ce que l'on fait. Alors ça, c'est une publication du Lancet. Le Lancet, c'est une revue médicale internationale qui fait référence dans le milieu par le sérieux de ces publications. Hop, j'ai avancé d'une de trop, voilà. Et donc c'est une publication de 2016. Ils se sont intéressés à rechercher ce qui favorisait la survenue des AVC invalidants dans le monde entier. Et vous voyez que et classer ces facteurs de risque. Donc ce qui prédispose le patient à faire un AVC. Et vous voyez que dans le monde entier, ce qui sont en premier, c'est l'hypertension artérielle. Donc trop de pression dans les artères, trop de pression dans les tuyaux. Comment est-ce qu'on explique ça? Il est assez simple. Bonjour Monsieur le Président. Merci. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors on comprend tous facilement que trop de pression dans un tuyau fait péter le tuyau et favorise les saignements. Mais les saignements dans le cerveau, ce n'est que 20% des AVC. Or, l'hypertension favorise aussi les infarctus cérébraux, c'est-à-dire quand l'artère se bouche. Et c'est lié au fait que les artères ne sont pas des tuyaux d'arrosage, c'est bien plus que ça. Et quand il y a trop de pression dans ces tuyaux, l'artère va épaissir sa paroi et rajouter des couches, mais rajouter des couches vers l'intérieur. Ce qui fait que quand une personne est hypertendue, donc un peu trop de pression dans les artères, et pas forcément beaucoup de pression, mais c'est la durée qui compte, l'artère va s'épaissir avec des couches supplémentaires vers l'intérieur qui, petit à petit, vont aboutir à l'occlusion, la fermeture de ces artères. Et c'est vrai notamment pour les artères profondes du cerveau, qui sont des capillaires parce qu'elles ont à peu près le diamètre d'un cheveu. Et donc ces artères sont très sensibles à l'hypertension artérielle. D'où la campagne de prévention très centrée sur l'hypertension artérielle. En France, 1/3 des Français adultes sont hypertendus. 15 millions d'hypertendus. Parmi ces 15 millions, la moitié le sait. Parmi cette moitié qui le sait, il n'y en a que la moitié qui est traitée comme il faut. Donc ce qui fait qu'on a un énorme effort d'information, de communication. Alors quelle est la bonne tension d'ailleurs, hein? Le bon chiffre de tension, c'est le premier qui ne doit pas dépasser 14. Le premier correspond au moment où le cœur vient de pomper, et c'est là qu'il y a le maximum de pression dans les artères. C'est ce chiffre-là qui est le plus délétère, le plus toxique pour les artères sur le long terme. Donc il ne faut pas que ça dépasse 14.
Comment on fait baisser la tension artérielle? Alors d'abord, quelques mesures simples. De l'activité physique régulière, ça fait baisser la tension. Pas rajouter de sel dans l'alimentation, ça permet de gagner un peu sur la tension artérielle. Mais bien souvent, on est obligé d'utiliser des médicaments. Et ce sont des médicaments qui vont devoir être pris toute la vie durant, puisqu'on arrive à contrôler l'hypertension, on ne la guérit pas. Donc j'en dirai pas plus sur l'hypertension, vous pourrez passer sur le stand, on vous fera le laïus plus complet, mais j'avance, parce que vous allez voir que les 5 facteurs de risque principaux de l'AVC sont tous ce qu'on appelle des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire que nos comportements individuels ou nos comportements en société permettent de contrôler ça. Le deuxième facteur de risque en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire en France, c'est la surcharge pondérale, l'obésité. Le troisième et le quatrième, c'est consommation insuffisante de fruits et de légumes. C'est la malbouffe, hein, on la retrouve, hein, la malbouffe, on est trop gros, on est hyper tendu, on dort mal, on ronfle, etc. Monsieur Ménard, s'il vous plaît. Le 5e facteur de risque, c'est la consommation de tabac. Je dirais juste un petit mot sur la consommation de tabac en plus. Alors bien évidemment, il y a le diabète, l'hypercholestérolémie, quand on a trop de cholestérol et que c'est vraiment très important. Mais ces 5 premiers facteurs de risque sont très, très, très importants à retenir parce que finalement, ce sont nos comportements. Et on voit arriver une espèce d'épidémie d'AVC avec le comportement des jeunes à l'heure actuelle et avec leur comportement ou avec une sédentarité augmentée et une alimentation complètement déséquilibrée. Alors je voudrais... Bon, l'hypertension... à Pellegrin, dans l'unité neurovasculaire dont je m'occupe, quand on regarde les patients qui ont fait un AVC, 4 fois sur 5, ils ont de la tension. Hein. Donc on le retrouve aussi, non seulement dans les publications internationales, mais en vraie vie à l'unité de Bordeaux. Le deuxième élément sur lequel on insiste au cours de la campagne, c'est l'arythmie du cœur. Vous avez peut-être vu qu'on a développé, depuis le début de la semaine dernière, dans les pharmacies de Pessac, le dépistage de l'arythmie cardiaque. L'arythmie cardiaque peut favoriser la formation d'un caillot à l'intérieur du cœur. Parce qu'au lieu de se contracter complètement, le cœur se contracte de façon insuffisante, le sang stagne dans les cavités du cœur. Ça peut favoriser la formation d'un caillot dans les cavités cardiaques et ce caillot peut ensuite partir dans la circulation et aller notamment au cerveau pour boucher une artère et déclencher un AVC. C'est quelque chose de très fréquent chez les personnes après 65 ans. Hein, 20 à 30% de la population de plus de 70 ans a une arythmie cardiaque. Et là encore, la moitié des patients le savent parce qu'ils ressentent des palpitations, un essoufflement, mais l'autre moitié n'en sait rien. Donc il faut leur proposer des outils simples de détection et de dépistage, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de valider. C'est une première nationale au niveau des pharmacies de Pessac. Si le concept est validé, si l'outil qu'on utilise est fiable, on le développera et on le répandra dans l'ensemble de la région Aquitaine, non seulement dans les pharmacies, mais vous verrez, vous pourrez voir l'outil, on l'a là. C'est très simple d'utilisation. Ça peut être mis en place dans les salles d'attente des médecins, ça peut être mis en place dans les lieux publics, dans les halls des mairies, dans les cinémas, etc. Donc, l'hypertension, l'arythmie cardiaque, facteur tout à fait important. Donc, vérifier sa tension, se faire prendre le pouls ou apprendre à le faire soi-même. Alimentation équilibrée, pas très compliqué, hein, c'est de tout un peu, y compris du vin, bien évidemment, mais en quantité modérée, c'est-à-dire 1 verre à 2 par jour maximum. En tant qu'élève de Jean-Marc Orgozo, qui a aussi siégé dans cette assemblée, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Moi, je suis prêt à tout. Et l'activité physique quotidienne, ça c'est très important. Et arrêter de fumer, surtout pour ceux qui n'ont pas commencé, pas s'y mettre. Un petit mot particulier pour les femmes, qui sont un sujet de préoccupation pour la plupart d'entre nous. Les femmes sont plus touchées par les AVC simplement parce qu'elles sont plus nombreuses dans les tranches d'âge où l'AVC fait vraiment des ravages importants, c'est-à-dire après 70 ans. Les hommes sont souvent décédés avant. Je n'ai pas d'explication à donner là, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui nous ennuie à nous, neurologues, actuellement dans les pays développés, et la France en particulier, c'est que la tranche d'âge dans laquelle le nombre d'AVC augmente le plus tous les ans, et ça augmente de 2% par an depuis 10 ans, ce sont les jeunes femmes de moins de 40 ans. Donc plus 2% tous les ans depuis au moins 10 ans chez les femmes de moins de 40 ans. Et l'explication, c'est que ces jeunes femmes ont pris les mêmes mauvaises habitudes que les garçons au collège ou au lycée, c'est-à-dire qu'elles se mettent à fumer, elles fument autant que les garçons si ce n'est plus. Et c'est l'association tabac à pilule qui les fait rentrer dans la zone à risque et elles rejoignent le risque de faire l'accident vasculaire cérébral comme les garçons, alors qu'a priori leurs hormones féminines les protègent contre ce risque-là. Donc c'est l'association tabac-pilule chez les jeunes femmes qui est un problème.
Ça, c'était pour la prévention. Donc, c'est fréquent, c'est grave, potentiellement mortel, un tiers de handicap résiduel, l'hypertension, premier facteur de risque, l'arythmie cardiaque, il faut la chercher pour la trouver et la prévenir parce qu'on peut donner des médicaments pour éviter la catastrophe. Mais si malgré tout l'AVC survient, il faut savoir le reconnaître. Donc, c'est le deuxième axe de la campagne de communication et d'information. Quels sont les signes et les symptômes de l'AVC? Alors, en communication, bien évidemment, on retient les trois principaux. Je ne sais pas, une description de l'ensemble de la symptomatologie qu'un cerveau déficient peut donner. Les trois principaux, c'est quelqu'un qui brutalement va présenter une faiblesse d'un côté du corps. Ça peut être le côté droit, ça peut être le côté gauche, ça peut toucher que le bras, ça peut toucher l'ensemble d'un hémicorps. Donc faiblesse, ça veut dire soit une paralysie complète, donc on va demander à la personne de lever les bras, il ne peut pas lever un bras, c'est qu'il est paralysé, dans ce cas-là il faut appeler le 15, soit ça peut être simplement une diminution de force musculaire avec un bras qui tombe petit à petit, et ça suffit à évoquer un accident vasculaire cérébral, il faut appeler le 15. Appeler le SAMU, pourquoi? Parce que c'est une urgence, et c'est le SAMU qui est la structure la plus adaptée pour organiser le transport, l'alerte et adresser le patient au bon endroit, dans le bon établissement pour avoir les bons examens et être pris en charge de façon adaptée. Et en plus, le médecin régulateur du SAMU va prévenir l'équipe médicale qui va recevoir ce patient. Donc quand il y a un patient qui fait un AVC, je ne sais pas, au Bouscat par exemple, le SAMU nous appelle à nous, puisqu'on est de garde, et il nous dit, voilà, monsieur Untel va arriver à telle heure à Pellegrin, il a fait une hémiplégie, droite ou gauche, c'est survenu à 10h15. L'heure de survenue est très importante parce que c'est à ce moment-là que le chronomètre s'est engagé. Et donc, c'est un patient qui arrive aux urgences en étant attendu. Et pour ceux qui connaissent un peu les urgences, c'est mieux d'y arriver en étant annoncé plutôt que d'y arriver un peu à l'improviste. Vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Donc, faiblesse d'un côté du corps, on appelle le SAMU. Faiblesse du visage, visage de travers, paralysie de la joue. C'est aussi peut-être un AVC, il faut appeler le 15. Dernier symptôme, perte du langage, difficulté à s'exprimer ou à comprendre. Donc demander à la personne de répéter une phrase simple pour savoir s'il peut parler comme il faut. Alors il y a d'autres symptômes comme des troubles de la vue, des troubles de l'équilibre ou des céphalées, des maux de tête importants qui peuvent faire évoquer un AVC, mais ce ne sont pas les symptômes les plus fréquents. Pourquoi c'est urgent? Parce que depuis 2003, j'en ai pas encore parlé, mais on dispose de traitements. Alors pour déboucher l'artère, c'est la cause principale. Et donc, on a ce qu'on appelle la thrombolyse. La thrombolyse, c'est le desktop des neurologues. C'est un médicament qui ne peut être prescrit que par un neurologue, donc ça limite un peu son utilisation. Vous allez voir comment on a contourné cette limitation. Et c'est surtout le délai d'administration. Il faut le faire très vite. Et en tout cas, pas après 4h30, après le début des symptômes, parce qu'on considère que le cerveau est déjà très abîmé. Et le risque, c'est de déclencher un saignement dans la partie du cerveau abîmée en utilisant ce type de médicaments. Donc ces médicaments-là, ils sont administrés et utilisés dans les unités neurovasculaires. Donc ce sont des services ou des bouts de services de neurologie dédiés à la prise en charge de ces patients. Et là, vous voyez, c'est un box des soins intensifs de l'unité du CHU Pellegrin à Bordeaux. Et là, les 4 personnes que vous voyez, il y a une personne allongée sur un brancard, c'est le patient qui vient d'arriver. Et autour de lui, vous avez 3 infirmières et une aide-soignante. Donc c'est une équipe terriblement renforcée qui permet une qualité des soins optimale. Donc il n'y a pas 4 personnes en permanence. On a une infirmière et une aide-soignante pour 4 lits. Mais là, c'est le patient qui vient d'arriver. 2008, il n'y avait aucune unité neurovasculaire en région Aquitaine, ni en Poitou-Charentes, ni en Limousin. Et donc la première, c'était novembre 2008, on fêtera les 10 ans très prochainement, c'était Bordeaux. Et puis là, vous voyez encadrer les villes qui disposent d'une unité neurovasculaire. Donc il y en a à peu près une dans tous les départements de notre région. Je n'insisterai pas sur les 2 départements dont on a déjà parlé. Il y a un projet de création d'une unité neurovasculaire à Brive, où il existe un service de neurologie, mais la difficulté de créer ces unités, c'est une difficulté de démographie de médecins. Nous, neurologues, nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir répondre et créer des unités au plus près des patients et dans tous les départements. Notre deuxième révolution, la première, donc c'était 2003, premier traitement pour l'AVC. Le deuxième, c'était début 2015. Et donc, c'est ce que l'on appelle la thrombectomie. Donc, c'est une deuxième technique pour essayer de déboucher l'artère qui n'est plus chimique, ce n'est plus un médicament, c'est plus le desktop, c'est plus un produit qui va faire fondre le caillot, mais c'est autre chose. Et les deux peuvent être associés. On pique dans l'artère fémorale, ici au pli de l'aine, et on remonte à l'intérieur des artères pour aller attraper le caillot. Et vous allez voir une petite illustration. Donc ça a été un changement majeur dans la prise en charge des patients, parce qu'avec cette technique, on arrive à déboucher l'artère 8 fois sur 10
avec des patients qui ont 0 séquelles à 3 mois dans plus de la moitié des cas, et donc c'est une avancée thérapeutique majeure. Donc un cerveau, le sang qui monte, vous allez voir, il y a un cas, c'est un peu petit peut-être. Je ne sais pas si la vidéo passe là ou pas, je ne la vois pas avancer. Non, c'est un peu bloqué. Ah, tu reviens d'une en arrière, s'il te plaît. Voilà. Hop, on la lance. C'est parti. Voilà. Donc c'est un petit film d'illustration. Hein. Donc un patient, la tête, le cerveau, les artères. Donc le flux sanguin qui est illustré par une petite flèche qui montre le flux. Et là, l'exemple, c'est un caillot formé au niveau du cœur, mais ça pourrait être un caillot formé sur une carotide, qui bouche l'artère, le cerveau qui n'est plus irrigué, qui tombe en panne, les symptômes s'installent, le cerveau est menacé, il ne fonctionne plus, si on ne restaure pas l'irrigation, il va mourir, donc il faut le faire très vite. Et ce traitement peut être appliqué jusqu'à la 6e heure. Et donc on a piqué dans une artère. Pourquoi ça s'arrête? Ça ne devrait pas, fais-le avancer. Voilà. Donc on pique on monte avec un petit guide, on va traverser le caillot, on passe derrière. Tu touches plus, s'il te plaît, merci. Voilà. Sur ce guide, on va pousser un petit tuyau dans lequel on va monter un stent. Un stent, c'est un petit ressort. Quand on va le sortir du tuyau, il est auto-expansible, donc il va se dilater, il va écraser le caillot contre la paroi et restaurer le flux. Donc les stents, les cardiologues les utilisent régulièrement depuis plusieurs années pour les coronaires, et dans l'AVC c'est très récent. Et contrairement aux cardiologues qui le laissent dans l'artère, nous on ne le lâche pas, on le ramène et on s'en sert un peu comme d'une épuisette ou d'un filet à papillon. Et vous allez voir que voilà, on retire le tout et on enlève le caillot de l'artère du cerveau en ayant piqué au niveau en bas. Voilà. Donc on avance un peu pour pas. Je suis à 20 minutes, donc ça va. Voilà. Donc voilà en vrai ce que l'on ressort. Hein. Donc le grillage, ça fait 2,5 cm ou 3 de longueur. Et vous voyez le caillot qui est accroché dans les mailles de ce stent. Et donc c'est un traitement tout à fait innovant et très efficace. Alors la limite d'utilisation, donc sur la carte de gauche, vous avez les endroits où il y a les unités neurovasculaires qui s'occupent et qui font la thrombolyse. Et voilà les centres qui font la thrombectomie. À l'heure actuelle, il n'y a que les 3 CHU qui font ça. Donc ce qui veut dire que depuis 2015, on s'est organisé pour transporter le plus de patients possible vers Bordeaux, Poitiers ou Limoges depuis l'ensemble de la région. Et pour ceux qui habitent au-dessus ou dans le quartier de Pellegrin, vous avez probablement constaté qu'il y a plus d'hélicos qui arrivent. Eh bien, la plupart des hélicos transportent des patients de Pau, de Bayonne, d'Agen pour bénéficier de cette thrombectomie qui est faite à Bordeaux. Très prochainement, c'est-à-dire à la fin, au début de l'année prochaine, on a formé les collègues radiologues de Pau et de Bayonne, et donc on va ouvrir des centres de thrombectomie en Sud-Aquitaine, mais c'est une technique très spécialisée, très nouvelle aussi, et donc il faut un peu le temps de former les collègues médecins pour pouvoir diffuser cette technique, et on est en pleine montée en charge actuellement. Donc la première année, en 2015, à Pellegrin, on a fait 120 thrombectomies. Là, cette année, on sera probablement plus de 380 patients qui pourront bénéficier de ce traitement, malgré l'éloignement. Et donc, je tiens à souligner l'effort de tous les collègues, urgentistes, SAMU, toute la chaîne de secours, radiologues, bien évidemment. Dernier sujet que je vais aborder devant vous, c'est un sujet dont vous avez largement entendu parler, c'est l'utilisation de la télémédecine dans la prise en charge des AVC sur le territoire de la région. On a développé ça en 2011 avec l'Agence régionale de santé. Et vous allez voir un petit film d'illustration qui a été tourné en 2012, donc avec Blaye, entre le CHU, laisse couler, ouais, merci. Donc là, c'est un patient qui a appelé le SAMU, c'est une ambulance blanche qui est allée le chercher. Il arrive aux urgences de Blaye. Il va être installé dans un box aux urgences, il est monitoré, il est scopé, et vous voyez ce box est équipé avec un outil un peu particulier où on voit ma bobine, et moi je suis assis dans mon bureau à l'unité neurovasculaire à Pellegrin, et donc je tiens un joystick qui me permet de commander une caméra qui est au plafond du box des urgences, qui va me permettre de zoomer sur le patient, et donc de pouvoir examiner à distance avec mon collègue urgentiste qui est au chevet du patient. Donc là, tu relances s'il te plaît Philippe, je ne sais pas pourquoi ça s'arrête. Merci. Donc là, c'est le Siméon Ciani qui est à côté. Il tourne le patient pour que le patient soit en face de la télé sur laquelle on voit mon visage. Et donc, je vais m'adresser directement au patient. Et donc, je vais pouvoir examiner le patient.
en tant que neurologue. Et derrière moi, vous voyez, donc vous allez le voir un peu tout à l'heure, j'ai 3 écrans. Donc là, c'est pour tester la sensibilité. On ne va pas faire tout le détail de l'examen neurologique, bien évidemment, hein, mais la sensibilité, on ne peut pas le tester à distance, c'est difficile. Et donc là, c'est l'outil qui est accroché au mur à Blaye. Et moi, j'ai donc sur l'écran de gauche, c'est le dossier médical. On échange avec l'urgentiste. Il me pose des questions, je lui réponds par écrit. Et je peux voir en direct, ou quasiment en direct, en tout cas très rapidement, les données de l'imagerie. Là, c'est un scanner, mais on peut voir une IRM, tout ce qui est fait sur place. Et donc là, on a tous les critères pour que le neurologue puisse donner l'indication et porter l'indication d'un traitement thrombolytique. Et je dis à mon collègue, OK, tu peux lui administrer le traitement. Et donc le patient reçoit à Blaye le traitement sans avoir à venir à Bordeaux. Et donc le patient est traité au plus près de chez lui et est ensuite éventuellement transporté à l'unité spécialisée de Bordeaux si c'est nécessaire. Et donc ce type de traitement et de prise en charge, d'organisation de la santé sur le territoire de la région permet de doubler le nombre de patients qui bénéficient du traitement de phase aiguë et notamment du traitement thrombolytique. Donc, et on avance une de plus, voilà. Et donc, je suis très fier de vous montrer cette carte parce que tous les petits points noirs sont des antennes de télémédecine dédiées à l'accident vasculaire cérébral. Donc, depuis 2011, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, on a réussi à mailler le territoire, y compris dans des départements qui ne disposent pas des ressources médicales pour pouvoir localement s'occuper des patients. Voilà, donc c'est un outil qui marche bien. Et ce sur quoi on est en train de travailler, pour la qualité de vie des docteurs, c'est de mutualiser les gardes entre plusieurs départements et plusieurs équipes de neurologie, et notamment entre les Landes, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Les 3 équipes de neurologie vont travailler ensemble pour qu'il n'y ait qu'un seul neurologue de garde sur 3 départements. Ils sont 3 ou 4 par unité, ce qui fait que les gardes reviennent vite. S'il faut un tableau de garde à 12, c'est mieux que de le faire à 3 ou 4. Voilà, je vais terminer là-dessus en vous rappelant ce que vous avez déjà bien compris, mais vous le saviez déjà. L'AVC, c'est une urgence, chaque minute compte. Les 3 symptômes, faiblesse du bras, de la jambe, bouche de travers, difficulté à parler, appelez le 15, il faut faire très vite, et 2 AVC toutes les heures en Nouvelle-Aquitaine. Merci de m'avoir donné la parole. Bien, merci beaucoup.